Allez, c'est parti, je lance cette webconférence. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le troisième webinaire Utisa. Donc aujourd'hui, on va parler de la performance dans les lancements projets avec deux sujets principaux que sont les achats projets et les configurateurs. Donc moi, je suis Fred, je serai l'animateur de ce webinaire. Et pour que tout se passe bien, je vous invite à bien couper les vidéos et les micros pour être sûr de ne pas bloquer la data. N'hésitez pas à poser les questions au fur et à mesure dans le chat, on les adressera aux animateurs en fin de présentation. Et à la fin de la conférence, restez bien jusqu'au bout, il y aura un bonus personnalisé, je vous en reparlerai à ce moment-là. Je redis bonjour à toutes et à tous, à ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Pensez à bien couper les caméras et les micros pour éviter de faire des interférences avec les différents animateurs. En termes de planning, donc on aura une introduction avec Sylvain Faure, le président créateur du TISA. Ensuite, on parlera d'achat projet avec David Marr, de configurateur avec Yann Caron. Et ensuite, on conclura sur ce webinaire. Voilà, en tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Je rappelle une dernière fois, merci de bien couper les caméras et les micros, sauf les présentateurs. Et nous pouvons maintenant commencer cette introduction avec Sylvain Faure. Sylvain, je te laisse la parole. Dernière chose, pardon, on enregistre la conférence et la vidéo sera disponible pour toutes les personnes qui le souhaitent. Donc voilà, Sylvain, c'est à toi, la parole est à toi. Dis-nous-en un petit peu plus sur ce qu'est Utisa. Utisa, c'est quoi? Alors, Utisa, on a créé cette société il y a un peu plus de 8 ans maintenant. On est spécialisé dans l'optimisation de la performance et la création de richesse pour les entreprises industrielles. Une fois que j'ai dit ça, ça veut dire quoi? Si je devais résumer en une phrase, c'est on fait gagner de l'argent à nos clients. Ce qu'on écrit ici, contribuer. Alors, ces clients, c'est qui? Ça va être dans les différents domaines que vous voyez, automobile, santé, électronique, etc. Ça va de la start-up au grand groupe, en grande partie plutôt des PME en France, en Suisse et en Europe, et qui ont un point commun, c'est qu'ils sont soit concepteurs, fabricants, distributeurs. Ils vont développer, concevoir, industrialiser, produire ou juste commercialiser des produits, des solutions. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, est-ce que tu peux expliquer plus largement sur quoi nous on travaille? Alors, sur quoi on travaille? Sur toute la chaîne de valeur, de la stratégie achat, supply, design. Nos 25 experts répartis sur les 4 antennes travaillent la plupart du temps en équipe projet. Ils vont résoudre des missions à l'échelle de l'entreprise, d'un projet. Et je dirais depuis 8 ans, c'est environ 400 missions pour une centaine de clients différents que nous avons menés. Et est-ce que tu as des exemples un peu concrets de missions? Oui, tout à fait. Ça va être au niveau stratégique, achat ou supply ou design ou 2 ou 3, voire les 4. On va mettre en place, par exemple, des task force pour un projet qui sort pas au coût de revient prévu. On va relocaliser des productions, c'est assez fréquent chez nous. On va aider à développer des nouveaux projets en mêlant design, efficacité économique, avec la méthode dont on a parlé lors du dernier webinaire, par exemple. On va valider des nouveaux fournisseurs, faire du sourcing quand il y a besoin pour nos clients, des diagnostics rapides. Le but étant de dégager toujours de la marge ou du cash avec des outils très pragmatiques et très terrain, où on va tout simplement les aider à améliorer leur organisation. Et également, parfois, on va donner des coups de main opérationnels avec un motto qui est la bonne compétence au bon endroit au bon moment, le juste nécessaire. Et puis, on va aussi aider nos clients à réfléchir sur est-ce que je dois fabriquer, est-ce que je dois faire fabriquer, est-ce que je dois acheter, faire moi-même, comment je peux l'optimiser, aussi bien en interne qu'en externe. L'idée, c'est répondre aux besoins qu'ils ont, quelle que soit la phase, du projet à la série, très en amont ou très en aval. Et au final, ça revient à quoi? C'est résoudre des problèmes, démêler des plots, des problèmes qui sont parfois amplifiés par la crise actuelle, coûtent en général des points sur le compte d'exploitation, le bilan, ou va directement impacter le cash ou le besoin en fonds de roulement de l'entreprise. Et du coup, si je comprends bien, des sujets nombreux, des clients nombreux, si on pouvait résumer, le point commun de tout ça, c'est qu'en général, les clients, quand ils travaillent avec Utisa, ils ont résolu leurs problèmes et éventuellement gagné un peu d'argent. Oui, tout à fait, Fred. L'idée, je dirais, c'est au final d'optimiser et mettre en cohérence l'ensemble des étapes de la chaîne des valeurs, de la R&D, très en amont, voire encore avant la R&D, dès la phase innovation design, jusqu'à la vie série. Et l'idée qu'on va voir à travers les 2 slides suivants, c'est de mettre en cohérence, par exemple, quand j'achète le besoin, la fonction, la performance, les solutions, du chez qui j'achète, comment j'achète. L'idée, c'est, dès la phase de définition du besoin, aller challenger les choses, s'assurer qu'on réponde bien aux besoins, qu'on l'optimise, mettre la solution en face de ça,
trouver les fournisseurs qui vont bien et adapter le processus organisation ou les stratégies achats par rapport à l'optimum pour l'ensemble du projet. J'illustre par la droite quelques projets sur lesquels on a fait gagner à nos clients entre 20, 30, 40% des fois. Et quand je fabrique, ça va être un petit peu pareil. On va mettre en cohérence le besoin, la solution toujours, le haut, et avec quelles ressources cette fois-ci je travaille et comment je m'organise au niveau de mon usine, si je suis fabricant, au niveau du système de production, de la supply, de ce qu'on appelle le PIC, le PDP, l'ordonnancement des choses, pour optimiser mes stocks et m'assurer que j'ai une organisation très cohérente entre ce que je fabrique, le niveau de qualité, le business dans lequel je suis et mon organisation industrielle. Très souvent, on fait un petit peu les deux, aussi bien sur la partie achat que sur la partie purement organisation. Et l'important, c'est qu'on fasse ça en cohérence avec la stratégie d'entreprise qui peut être différente si je suis en défensif ou en offensif, par exemple. En résumé, en travaillant sur l'ensemble de ces sujets-là, avec un petit peu d'intelligence collective. Ah, il y a des micros qui sont un petit peu activés là. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez bien penser à tous couper les micros pour être sûr de ne pas faire d'interférence avec les présentateurs, les micros et les caméras? Ce serait vraiment parfait. Ça y est, c'est bon là. Merci beaucoup. Sylvain, je te laisse, pardon. Je t'en prie, merci. Je disais oui, en fait, on travaille sur les deux très souvent, entre la partie achat et la partie production. Et l'idée, c'est que entre l'intelligence collective, l'expérience accumulée de l'équipe, on permet à nos clients d'améliorer la compétitivité, de concevoir à coût objectif des nouveaux produits innovants, tout en respectant les plannings, parce que tout simplement, on évite les boucles. On fait bon du premier coup. On n'a pas besoin de faire « Ah, c'est trop cher, je refais, c'est trop cher, je refais, etc. » Tu fais bien de parler de planning et de co-objectif, parce que si je ne me trompe pas, c'est un peu le thème de la conférence aujourd'hui. Oui, tout à fait. Les deux dernières conférences, on a parlé de différents sujets comme l'éco-conception, le design to cost, le design carré to cost notamment, ou la sécurisation fournisseur. Aujourd'hui, l'idée, c'est de parler de ce qui se passe en amont du projet, un petit peu ce qu'il y a en haut quand je suis en train de définir mes besoins, mes solutions. Yann va vous parler de solutions possibles pour optimiser les coûts de conception chiffrage qui parfois peuvent être assez conséquents sur un projet. Et puis, David va vous parler d'achat projet, c'est-à-dire comment, lors de cette phase de conception, on peut raccourcir les délais, être efficace, tout en assurant la cohérence, encore une fois, entre ces 4 piliers dont je vous parlais juste avant. Merci beaucoup, Sylvain, encore une fois, pour ce tour d'horizon bien complet. Donc, je pense que ça aide à mieux comprendre ce qu'on fait au TISA. Ce que je comprends, c'est qu'en plus, la période actuelle, qui est quand même assez compliquée en termes de sortie de crise et puis de remettre en route la machine et de préparer ces nouveaux lancements, c'est un peu l'opportunité parfaite pour investir dans la performance et puis mieux gérer ces futurs lancements. Oui, tout à fait. C'est maintenant que la reprise se joue dans de nombreux secteurs et c'est le moment de se poser les bonnes questions sur les outils à mettre en œuvre pour pouvoir être encore plus efficient, notamment dans le cadre de nouveaux développements. Et les configurateurs et la partie achat projet répondent parfaitement à ce challenge. Super, merci beaucoup. Merci pour cette transition presque toute faite. On va maintenant parler d'achat projet. Je pense que beaucoup ont déjà entendu parler du mot achat projet. Par contre, comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est et comment on peut mettre ça en place dans l'entreprise et quels sont les bénéfices. Pour ça, on a David qui est expert chez nous des achats projets, un de nos experts achats projets, qui va vous présenter tout ça. David, je te laisse la parole. Merci Frédéric. En effet, je vais vous replonger dans le monde complexe des achats. Si vous avez suivi les précédentes conférences, on a déjà parlé des achats familles et de leur implication dans la gestion du panel fournisseur. Avoir un service achat efficace, c'est avoir un service achat qui comprend des acheteurs familles et des acheteurs projets de façon équilibrée, un peu comme les deux jambes d'un être humain. Vous imaginez bien qu'il est plus compliqué de sauter des haies avec une jambe plus courte que l'autre ou avec une seule jambe. C'est la même chose pour un service achat. Chacun de ces métiers va avoir une fonction différente. Les achats familles vont travailler à maintenir les pièces au prix du marché, alors que le pilotage des coûts est plutôt confié aux achats projets. Du démarrage du projet, en phase de chiffrage pour le client, donc de conception, comme l'a mentionné Sylvain, jusqu'à la série. Un équilibre entre ces fonctions bien maîtrisées permettra donc pour le projet de sécuriser les risques liés à la vie de ce projet-là, mais aussi de travailler sur la marge du produit et donc de gagner en profitabilité. Donc, si je comprends bien, c'est deux fonctions qui travaillent en parallèle. Est-ce que tu peux un peu expliquer les principales différences entre achat projet et achat famille? Sûr, ouais. La grosse différence, elle se retrouve dans le nom. L'acheteur projet va travailler en mode projet.
il ou elle ne reste plus cloisonné à des demandes internes de consultation fournisseurs. Il va être impliqué au sein du projet et travailler de manière transversale au sein de l'entreprise. Il faut savoir que les plus gros leviers de gain d'un projet se trouvent en interne. L'acheteur ne négocie plus qu'avec les fournisseurs, il va aussi négocier en interne avec les différents prescripteurs vis-à-vis du cahier des charges, vis-à-vis de la qualité, ou même avec l'acheteur famille sur le panel de consultation. Ces négociations doivent être du coup plus simples, plus efficaces, car on est dans la même entreprise, et du coup amener un gain plus important. Travailler en mode projet, attention, c'est un vrai métier, mais on va voir ça par la suite. Donc, pourquoi faire appel à un acheteur projet? J'ai une question toute simple pour vous. J'imagine que vous n'avez jamais essayé de travailler en faisant un grand écart et préparer une présentation. J'espère que non, en tout cas, parce que ça serait bizarre. Par contre, je suis persuadé que vous avez déjà subi un décalage de planning, vous avez déjà subi des dérives de coûts par rapport à l'objectif, vous avez déjà eu des retours fournisseurs complètement décalés par rapport à votre besoin. C'est là que l'acheteur projet intervient. Il est là pour éviter toutes les mauvaises surprises. C'est le garant du planning fournisseur, c'est le garant du coût du projet. Comme il comprend les contraintes internes puisqu'il a été intégré très tôt dans le projet, il va pouvoir fiabiliser ses retours fournisseurs. L'acheteur projet va permettre de sécuriser les différents jalons du projet et donc d'améliorer les résultats économiques de ce projet-là. Ok, très clair cette illustration. À part Jean-Claude Van Damme, je vois pas qui c'est qui arrive à faire ça. Du coup, l'acheteur projet, il est là pour éviter les situations périlleuses et tout ce qui a impact dans l'organisation. Mais du coup, j'imagine qu'il a aussi un gros impact sur les coûts du projet. Tout à fait, ouais. Donc, je vous ai préparé une courbe qui représente un peu tout ça. Donc, cette courbe représente les coûts d'un projet par rapport aux différents jalons du projet. Donc, la faisabilité, l'étude, l'industrialisation, puis la vie série. On va retrouver en bleu les coûts générés par les différentes décisions prises par l'équipe projet. Donc, une croissance très importante au début en phase de faisabilité, car toutes les décisions qui vont être prises là vont avoir un impact pour la suite. Ensuite, on va retrouver en noir la courbe des dépenses du projet. Cette courbe-là augmente très fortement en fin d'étude, début d'industrialisation. Ça, c'est le lancement des outillages, donc on le comprend très bien. Mais par contre, la courbe qui nous intéresse aujourd'hui et qui devrait vous intéresser, c'est la courbe en rouge qui représente les gains potentiels accessibles lors de ce projet-là. Plus on avance dans le projet, plus cette courbe réduit. Pourquoi? On s'applique des contraintes internes au fur et à mesure du projet et donc on se retrouve avec l'acheteur qui aura de moins en moins de possibilités de marge de négociation avec les fournisseurs. Les 5% qu'on représente en fin d'étude, début d'industrialisation, ça représente vraiment que gain de négociation fournisseur. Et du coup, l'acheteur projet, tel que idéalement, il interviendrait où? Dans un grand nombre d'entreprises, les achats interviennent en fin d'étude, début d'industrialisation. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment que de la négociation auprès des fournisseurs. On a trop souvent tendance à lancer un produit à partir de ce qu'on connaît déjà. C'est humain, car c'est déjà la facilité, et puis c'est les premières idées qui nous viennent. Alors qu'on peut voir sur cette courbe que la source de gain la plus importante se trouve dans la phase de faisabilité, lors des discussions internes à l'élaboration de l'offre pour le client. Donc, dans l'idéal, il faudrait que l'acheteur projet intervienne dans cette phase de faisabilité. Il va apporter non seulement son expérience du secteur et son expérience technique, et il va pouvoir ainsi challenger le bureau d'études, la qualité, le commerce, toutes les parties prenantes de l'entreprise pour arriver du coup et répondre efficacement aux clients avec du coup des gains plus accessibles. Puisque l'acheteur projet au final est le garant de ses objectifs économiques, il a forcément besoin d'être en amont du projet. Voilà, on peut changer de slide. Donc maintenant, comment être efficace là-dedans? L'acheteur projet va posséder toute une boîte à outils qui va lui permettre d'être efficace, d'amener de la vraie valeur ajoutée à l'entreprise, notamment sur la gestion des coûts, qui au final, c'est ce qu'on va rechercher au service achat. La gestion de coûts va se faire avec deux grands outils. Premièrement, un target costing, qui est la définition du coût objectif du projet. Donc, elle va se faire pour le coup en collaboration avec le chef de projet,
avec le bureau d'études, avec les commerciaux, et du coup, cette expérience de l'acheteur projet. Puis ensuite, avec le cost tracking, c'est ce suivi de coûts qui va permettre à l'acheteur projet d'alerter au sein du projet s'il y a des dérives pour différentes raisons, une reconception, une erreur dans l'estimation, c'est des choses qui arrivent, une mauvaise conception, des choses qui ne sont pas faisables avec notre panel fournisseur, et de ce fait, du coup, une dérive des coûts. C'est là où lui, il va vraiment intervenir et alerter son chef de projet sur le fait que le risque est augmenté. Mais excuse-moi, David. Ouais. Pour moi, tout ça, c'est pas l'émission du chef de projet habituellement? Si, tout à fait. Ce qui va être important, c'est que l'acheteur projet garde une vision très macro du projet. Donc, cette vue d'hélicoptère, comme le chef de projet. Mais par contre, lui, il va faire appel aux différentes parties prenantes qui ont une expertise pour répondre aux problématiques du projet, tout comme le chef de projet, encore une fois. Il y a une image que j'aime bien évoquer quand j'explique les achats projets, c'est que l'acheteur projet, lui, est la fenêtre vers l'extérieur à l'entreprise. Donc, c'est lui, en fait, qui va discuter avec les fournisseurs, qui est garant du planning fournisseur, attention, et pas le planning global, qui remonte les différentes contraintes techniques qui lui sont apportées par les fournisseurs lors des consultations. Et il peut même apporter des pistes d'innovation. Le chef de projet, lui, va s'occuper du planning global, du développement des plans en interne, des contraintes internes à l'entreprise et répondre aux besoins du client. Ce qu'il faut vraiment retenir, et c'est là où l'amalgame se fait, c'est que le chef de projet et l'acheteur projet travaillent toujours en collaboration. Sans acheteur projet, un chef de projet est toujours sollicité pour des problèmes de retard, pour des fournisseurs qui ont des questions, pour lancer des consultations que les achats n'ont pas le temps de traiter, ou parce que les dossiers techniques sont non complets. Et du coup, il ne peut pas, lui, se focaliser sur son rôle de chef de projet. C'est là où il est très important de prendre conscience que ces deux métiers travaillent en collaboration. Et du coup, qui, dans une organisation, peut assurer ce rôle d'acheteur projet ? Alors, l'acheteur projet, c'est vous, c'est moi, c'est à peu près tout le monde. Et maintenant, il faut avoir un certain état d'esprit. L'acheteur projet, avant tout dans une entreprise, c'est quelqu'un qui va être capable de rassembler autour de lui, qui va être capable de faire appel aux expertises des gens de l'entreprise pour justement répondre à une problématique donnée. Un autre mot, c'est l'entrepreneur au sein de l'entreprise, donc l'intrapreneur. Donc, il manage son projet de manière transversale. Il fait appel à chaque partie prenante du projet pour leur expertise particulière, mais il va les accompagner en leur donnant à chaque fois son expérience du projet. Et surtout, et ça c'est très important, il va négocier en interne avec chacun des parties pour justement garder lui son seul objectif qui est être garant des coûts et du planning. Donc c'est, pour donner un exemple de négociation qui est 100% du temps, la plus courante, c'est la définition du planning projet. Un chef de projet mettra toujours dans son planning, et vous l'avez tous vu, j'en suis sûr et certain, une semaine de consultation. L'acheteur projet est là, lors de la phase de conception de ce planning, pour apporter et dire attention, une consultation, oui, c'est une semaine, mais je vais avoir un délai de retour fournisseur. Donc, on ne peut pas considérer qu'en une semaine, je consulte et j'affecte le fournisseur. Il y a tout un délai à mettre en place pour que l'acheteur projet puisse travailler. Donc ça, c'est déjà une première négociation qui se fait dès le démarrage du projet avec le chef de projet. Si l'acheteur projet n'est pas là dès le démarrage du projet, on perd cette phase-là. Ok, David, il nous reste à peu près 2-3 minutes. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit cas concret pour nous expliquer les différentes phases de l'acheteur projet et puis après conclure? Ok, bon, j'ai été un peu long. Alors du coup, je vais reprendre le projet, il faudrait changer de slide. Je vais reprendre du coup le projet qui vous a été présenté, qui est le portillon d'accès sécurisé Bolloré. Par cet exemple, je vais vous démontrer le rôle de l'acheteur de projet, surtout dans le suivi des coûts et de l'idée jusqu'à la phase série. Donc, on retrouve toutes les grandes étapes d'un projet, donc le besoin client, la faisabilité, l'étude, le lancement des produits avec le lancement des outillages, puis l'industrialisation série.
L'acheteur projet va jouer un rôle d'interface tout au long de ce développement produit. Donc, du besoin client dans l'industrialisation, pour chaque étape, il va avoir des fonctions différentes qui vous sont détaillées. Ce qui est important de voir, c'est vraiment ce suivi des coûts. Entre le prix marché, on se donne un prix objectif autour de 80, sur une base 100, donc autour de 80. Une première consultation qui ressemble au prix du marché, car c'est que le bureau d'études qui a travaillé de son côté. Donc, on trouve une première consultation autour du prix marché. Et c'est là, je vais détailler cette partie-là. Le rôle de l'acheteur projet est un petit peu surprenant quand on ne connaît pas cette fonction-là. C'est qu'il va être là pour non pas aller négocier, mais pour apporter de la valeur ajoutée à l'entreprise avec des pistes d'amélioration fournisseurs, travailler en collaboration avec ses fournisseurs, aider le bureau d'études sur comment faire pour arriver à ce prix objectif-là. Et c'est lui qui va vraiment apporter toute cette information extérieure à l'entreprise dans l'entreprise et du coup gagner en maturité. Voilà. Excusez-moi, je me suis perdu. Du coup, pour chaque étape, on a une fonction. Ce qu'il faut garder vraiment en tête dans cette décomposition, et ce qui est très très important, c'est les interactions dans chaque étape entre l'acheteur et le bureau d'études, l'acheteur et les commerciaux, l'acheteur et le chef de projet, l'acheteur et l'acheteur famille pour définir le panel, et en fin de série, l'acheteur et la qualité pour aller qualifier le bon fournisseur. Les deux idées à retenir, c'est premièrement, les achats projets, c'est un vrai métier, donc, mais qui peut générer très rapidement des gains, améliorer les délais, suivre le coût du projet, mais surtout, c'est un métier qui nécessite du temps. C'est pour ça qu'il est primordial qu'il soit impliqué très en amont du projet. Donc, pour conclure, très rapidement, l'acheteur projet est là pour anticiper les problèmes, remonter les informations fournisseurs, piloter le coût du projet et négocier, que ce soit en interne ou en externe. J'appuie sur ce point, vraiment, c'est la négociation qui est le point culminant de ce rôle de fonction, de cette fonction d'acheteur projet. Tout ça, ça va permettre quoi? Au final, c'est des gains très, très rapides. Nous, on mesure par expérience les différentes missions que tu as pu mener un ROI autour de 2 mois. C'est maintenir des plannings projets, c'est suivre son fournisseur, donc vérifier que la qualité est là et surtout augmenter la maturité technique de l'entreprise par des outils d'estimation qu'il va développer au fur et à mesure des projets et pourquoi pas du coup des configurateurs qu'on va vous présenter ensuite. Super, merci beaucoup David pour ce tour d'horizon. Désolé de t'avoir coupé un peu en termes de planning, mais c'est pour être sûr de respecter tout ça. C'était très intéressant. Maintenant, on va parler plutôt, on a vu un peu tout ce qui était plutôt organisation et on va parler un peu plus technique avec tout ce qui est configurateur. Et donc, je laisse la parole à Yann Caron, notre expert chez Utiza pour ça, qui va vous présenter cet outil. Bonjour à tous, Yann Caron. Donc, moi, je vais vous parler des configurateurs. Comme vous allez le voir, il y a d'un côté l'outil lui-même. Donc, Utiza, on utilise DriveWorks. Mais il y a aussi et surtout une démarche autour de ça qui vont permettre de bénéficier pleinement de l'outil et qui vont permettre à votre entreprise d'être plus réactive et plus compétitive. Donc, on a préparé 2 petites vidéos pour montrer des exemples par rapport à l'outil lui-même parce que vous ne connaissez pas forcément les configurateurs. Donc, ça arrive, c'est en train de… Voilà. Donc, ce que vous voyez là, c'est un exemple d'une interface assez ludique de configuration d'un camion, d'une remorque de camion, où ça peut être le commercial ou le client va être en mesure de bouger les différents paramètres qui vont, les paramètres de configuration, qui vont lui permettre de constituer sa remorque idéale. Donc, typiquement, là, on voit qu'il peut choisir la longueur, la profondeur, le type d'attelage, la couverture, les couleurs. Donc, c'est un panel de tout un bouquet de paramètres avec une interface très ludique, très simple, qui permet de rentrer les différents paramètres. Une mise à jour automatique sur la droite du rendu. Donc, en quelques minutes, on peut avoir les livrables, on va en reparler. Et surtout, ce que vous voyez sur cette dernière page, on peut avoir quasi instantanément les chiffrages. C'est-à-dire par rapport à une configuration qui a été choisie, c'est un outil d'aide à la vente dans ce cas précis, puisque le client final peut savoir quel est le coût de cette solution.
une autre petite vidéo rapide pour vous donner un aperçu sur l'outil. Donc là, on rentre vraiment dans la mécanique de DriveWorks. On est sur le même principe, un dessinateur ou un commercial qui va paramétrer une machine spéciale. Donc là, on est sur des convoyeurs, des machines dans l'agroalimentaire, où il va jouer sur tous les paramètres de la machine, la hauteur, le nombre de plateaux, la largeur, le poids, la solidité, les vitesses. Et en configurant ainsi la machine, on voit que l'outil met des alertes justement quand les paramètres ne sont pas cohérents les uns par rapport aux autres ou s'il y a des alertes sur des niveaux de charge. On va obtenir en quelques minutes la possibilité d'éditer les livrables. Donc dans cet exemple, vous voyez le copilote comme ça, de DriveWorks qui va travailler avec SolidWorks pour faire la réalisation des plans 3D et la réalisation de toutes les liasses de plans 2D. Donc ça vous donne un petit peu un aperçu de la mécanique qui est derrière. Ce qui est très important à retenir, c'est qu'on est sur des outils qui sont assez ludiques, assez faciles à utiliser et qui vont automatiser derrière toutes les tâches répétitives qui en général sont réalisées par le bureau d'études de mise en plan, de réalisation des différents livrables. Et du coup, merci beaucoup pour les vidéos. Tu peux nous dire un petit peu à qui ça s'adresse globalement? Oui, bien sûr. Donc, les configurateurs, ça peut s'adresser aux industriels dans tous les secteurs lorsqu'on va avoir des conceptions spécifiques pour chaque affaire. Donc, c'est pour tous les fabricants qui construisent un peu toujours la même chose, mais c'est jamais la même chose. On est sur du sur-mesure. Et quand ce sur-mesure implique derrière un temps d'adaptation, soit pour faire les chiffrages, soit pour faire surtout les plans de réalisation. Typiquement, là, on voit un camion avec une cuve. Si la cuve a différentes tailles, un certain nombre de litres, le matériel médical, on voit que les choix des équipements, les choix des portiques vont dépendre des options choisies par le client. Donc, dans ces cas-là, potentiellement, les configurateurs peuvent répondre à des solutions. Très bien. Est-ce que tu pourrais nous donner peut-être des exemples un peu de situations où les clients pourraient se dire « Ok, là, j'ai besoin de mettre en place un configurateur ». Oui. Donc, c'est ce que j'appelle à moi des signaux faibles. Donc, il y a plusieurs, nous, ce qu'on a retrouvé chez nos clients. C'est en premier lieu, un premier signe, c'est quand le bureau d'études est extrêmement chargé, une quantité de travail importante, notamment pour réaliser des plans de détail. Et ça va occasionner en plus des délais dans la réalisation des projets. Un autre élément, c'est lorsque le deviseur, le commercial, va avoir besoin du bureau d'études ou va avoir besoin du service achat pour être en mesure d'aller au bout de son offre technico-commerciale. Et il ne pourra pas faire de rendu 3D, il ne pourra pas confirmer les prix de manière fiable tant qu'il n'a pas fait appel aux autres services. Un autre signal que je retrouverai, c'est lorsqu'il y a un délai de livraison. Le délai de livraison entre la prise de commande chez le client et la livraison du matériel s'exprime en mois. Donc, on pourra parler d'ailleurs, c'est souvent des accumulations de délais qui occasionnent, qui créent les contraintes pour de tels délais. Il y a aussi l'aspect lorsque le service achat fonctionne en mode affaire par affaire, projet par projet, et doit finalement mener des consultations auprès des fournisseurs pour chaque vente, pour chaque équipement spécifique qui a été vendu au client. Et enfin, un dernier élément qui peut aussi vous amener à vous poser des questions sur la nécessité de changer de mode de conception et puis de fabrication, c'est lorsqu'il y a une très forte pression sur les coûts. Vous avez des concurrents, souvent à l'étranger, qui arrivent à réaliser des équipements similaires, alors peut-être un peu moins customisables, peut-être pas exactement les mêmes, d'ailleurs c'est rarement exactement les mêmes, mais qui viennent vous attaquer sur les prix par rapport sur votre marché. Est-ce que tu pourrais nous détailler un projet type tel que nous on le fait chez Utiza quand on va chez les clients? Donc, le projet type, c'est là que vous voyez qu'on ne travaille pas uniquement sur l'outil, on va travailler, c'est toute une démarche qui va impliquer tous les services de l'entreprise. Donc, la première étape, qui est vraiment, c'est les fondations du projet, qui est vraiment clé,
c'est de valider l'offre produit avec le commerce, et puis avec le bureau d'études, c'est de valider ce qu'on va vendre. Et là, on peut s'appuyer sur 2 éléments fondamentaux qui sont d'un côté l'historique de ce qu'on a vendu par le passé et les besoins clients, et remettre ça en lumière pour savoir ce qui est vraiment important. Donc, est-ce que c'est nécessaire d'être au centimètre près? Est-ce qu'on peut fonctionner avec des paliers tous les 10 cm? Qu'est-ce qui apporte vraiment de la valeur au client? Et potentiellement de rajouter des options qui sont importantes pour le client et de standardiser sur certains éléments où ça n'a pas beaucoup d'impact. Cette étape, en général, on la réalise en 3-4 ateliers avec nos clients, et donc autour de la table, on va surtout s'adresser aux fonctions commerce et bien sûr avec les chefs de projet, le chef du produit et le bureau d'études. C'est à partir de là que découle tout l'ensemble des paramètres que l'on va utiliser dans notre configurateur. Ce que vous avez vu dans la première vidéo, même la deuxième vidéo, où on choisit les dimensions, on choisit les paliers, on choisit les différents choix. L'étape suivante, c'est l'industrialisation. C'est celle où on va valider toutes les règles de conception, donc les épaisseurs, les typologies de produits qu'on va utiliser, comment on va dessiner les pièces. Et là, ce qui est intéressant, c'est d'intégrer une notion d'industrialisation de comment la machine, comment l'équipement va être construit, en impliquant les contraintes des fournisseurs, donc du marché fournisseur. Et là, on va pouvoir s'orienter en fonction des contraintes du projet, mais on peut s'orienter aussi sur une démarche design to cost qui vous aidera à choisir vraiment les meilleures façons de concevoir le produit pour obtenir des gains de la meilleure performance et des gains de compétitivité importants. Une fois qu'on sait exactement ce qu'on veut vendre, comment on va le fabriquer, on rentre dans le cœur du développement technique sous DriveWorks ou sous l'outil qui va permettre d'automatiser la conception, d'automatiser la mise en plan, les nomenclatures. Donc, c'est ce que vous avez vu dans la deuxième vidéo. L'outil va vous permettre de sortir tous vos livrables de ce côté-là. Donc, en quelques minutes, à partir des paramètres, vous obtenez les résultats techniques. Étape 4, ça va être de finaliser les négociations commerciales, puisque finalement, on va passer dans un mode d'attribution de marché avec des fournisseurs. On va pouvoir réaliser des appels d'offres. Donc, si on reprend les exemples, par exemple d'un camion, on va pouvoir attribuer le marché de la fabrication du châssis, trouver quel sera le ou les fournisseurs qui seront les mieux à même de répondre à cette demande. Donc, les châssis ne seront jamais les mêmes, mais on peut trouver quelqu'un qui est intéressé de récupérer le marché pour toute l'année ou pour plusieurs années. Et donc, vous allez pouvoir faire des appels d'offres et valider avec ces fournisseurs des règles de chiffrage, des règles de mode de fonctionnement, par exemple avec des stocks intermédiaires chez le fournisseur, pour être le plus efficace et le plus compétitif possible. Et enfin, une fois qu'on est au carré sur ce qu'on veut fabriquer, avec qui, à quel prix, on peut finaliser toutes les dernières interfaces qui permettent de finaliser des documents de sortie, des devis clients, en maîtrisant la marge, puisqu'on connaît aussi, on peut faire tous les livrables 3D de rendu des équipements et aller jusqu'à même l'édition des bons de commande chez les clients, à partir du moment où on sait ce qu'on veut fabriquer et à quelles conditions. Donc voilà un projet type. Ça va impliquer beaucoup de services dans l'entreprise, donc le commerce, les CRM, essentiellement tous les fournisseurs. Et on déroule un tel projet de manière classique entre 3 et 6 mois. De la complexité, on va adapter finalement les briques qu'on va mettre. Au niveau des bénéfices, il y a des bénéfices structurels, on va dire, déjà parce que la première étape a été une réflexion approfondie sur l'offre produit. Et donc, c'est aussi l'occasion de se reposer les bonnes questions sur ce qui va apporter de la valeur au client. Donc, un dialogue entre le bureau d'études et le commerce. Et éviter Yann, on t'entend très mal en fait. Je sais, tu dois avoir un problème de micro. On t'entend assez mal. Ah, moi, j'entends du bruit à côté. Je vais augmenter le son. Et il va falloir pas tarder à conclure parce que du coup, il y a quelques questions derrière. Donc, le premier bénéfice, c'est la réflexion approfondie sur l'offre produit, de se reposer la question de ce qui apporte vraiment de la valeur aux clients.
Le second bénéfice, c'est une aide à la vente, puisque le service commercial va avoir des devis qui vont être plus sexy, avec des rendus 3D immédiats et surtout plus fiables, puisqu'on maîtrise mieux la partie coût, et donc ça va permettre de sécuriser les marges commerciales pour la vente. Un bénéfice évident et qui est souvent un des grands drivers de ce type de démarche, c'est les gains achats, puisque tout ce qu'on a mis dans la boucle, les attributions de marché fournisseurs et la phase d'industrialisation va permettre de mieux négocier finalement les achats et baisser aussi les coûts de fabrication des équipements. Et nous, on a constaté des gains jusqu'à 30% sur les équipements. On a un gain direct pour les ressources BE, puisqu'on va retirer toutes les tâches qui sont répétitives, notamment de réalisation des plans 2D, des plans de détail. Et donc, ça va libérer les ressources pour qu'elles se concentrent surtout sur les tâches à valeur ajoutée et sur la créativité, sur des choses qui sont récurrentes. Et enfin, le bénéfice qu'on pourrait dire macro de la démarche, c'est plus de flexibilité, puisque vous pouvez rapidement vous adapter à la demande du client avec une très grande réactivité. Et dans des exemples concrets, nous, on a eu des clients qui mettaient jusqu'à 1 mois pour réaliser tous les plans d'un équipement qui est vendu par le commercial. Quand on automatise toutes les tâches à faible valeur ajoutée, on est descendu à 4 jours sur cette partie bureau d'études. Et on va gagner en plus la partie consultation fournisseur qui disparaît. Et donc, on a déjà attribué les marchés. Donc, au moment où la commande est signée de la part du client, vous pouvez quasiment le lendemain envoyer toutes les commandes chez vos fournisseurs. Donc, on va avoir une plus grande réactivité de l'entreprise et une plus grande flexibilité au global. Donc, voilà un peu l'ensemble de la démarche. Donc, ça va bien au-delà de l'outil, mais c'est vrai que ces outils aujourd'hui, c'est relativement récent, c'est apparu ces dernières années, nous donnent un énorme levier pour améliorer la compétitivité des entreprises. On ne t'entend pas, Frédéric. Excusez-moi, j'avais coupé le micro pour être sûr de ne pas faire d'interférence. Je disais merci beaucoup, Yann. Il nous reste 2-3 toutes petites minutes pour conclure. Moi, je suis basé à Utisa Suisse, donc la ponctualité, c'est mon dada, comme on dit. Il y a une question dans le chat que je voulais poser à David. Si David, tu peux te remettre ton micro et puis essayer de répondre en 30 secondes. C'est Vincent qui demande sur l'exemple Bolloré, est-ce que tu pourrais nous donner une petite idée des timings des différentes étapes? On va mettre sur la slide, Bolloré. Alors, donner un timing des différentes étapes, tout va dépendre du projet. J'ai envie de dire, le projet, de la maturité aussi de l'acheteur projet qui sera en place. Ce qu'il faut compter, grosso modo, c'est entre chaque consultation autour de 3 semaines, mais ça va dépendre de la typologie des pièces. L'étude, la faisabilité, ça va dépendre du projet et de la maturité du bureau d'études. Donc, c'est compliqué de donner un timing comme ça qui va être répété à chaque fois. Je vais vous donner potentiellement 3 semaines pour chaque étape, mais tout dépendra de la quantité de pièces, de la typologie des pièces, de la difficulté à trouver un fournisseur pour faire ces pièces-là, et surtout, est-ce que ce fournisseur fait partie de notre panel? Donc là, voilà, il y a une vraie difficulté là-dedans. Mais ce que je peux proposer à Vincent, pour le coup, c'est de se contacter. S'il a des questions plus précises sur un projet plus précis, ce sera peut-être plus simple pour répondre à ces questions-là. Ce qu'il faut garder en tête, c'est du temps. Et dans tous les cas, en fonction des projets, entre le besoin client et l'industrialisation et des secteurs d'activité, ça va varier de 3 à 1 an, voire 2 ans. Et forcément, l'acheteur projet, lui, s'adaptera au temps qui lui est consacré pour répondre aux différentes étapes. Ok, très clair, parfait. Et malheureusement, on ne va pas avoir le temps de poser d'autres questions. Je voulais juste vous remercier à tous d'être venus pour ce 3e webinaire Utisa. Ce sera le dernier qu'on fera avant les vacances. On verra à la rentrée si on en refait des nouveaux. Mais en tout cas, c'était un vrai plaisir pour nous de vous présenter ces 7 sujets différents. On vous propose d'avoir le catalogue de formation qui vous sera envoyé par mail. Donc, Utisa est aussi organisme de formation et vous propose des formations à la fois techniques et à la fois des formations métiers, achats, qui sont très puissantes. Je ne dis pas ça parce que j'y suis, mais vraiment, je le pense. Il vous sera envoyé par mail. N'hésitez pas à le consulter. En ce moment, on fait des formations par visio et dès qu'on pourra refaire des formations en présentiel, vous pouvez réserver un atelier pour avoir quelqu'un chez vous.
Le bonus personnalisé dont je vous parlais, c'est par exemple pour Vincent éventuellement, parlons de votre problématique. Vous avez sûrement, avec ces différents sujets, eu des situations de votre vie de tous les jours qui sont venues. Si vous avez envie d'aborder ça avec un expert UTISA, écrivez-nous un mail ou contactez-nous à l'adresse que vous voyez ici, par téléphone ou par LinkedIn. Et un expert du métier en question pourra vous appeler pour discuter un petit peu de comment gérer votre problématique. Et ça permettra d'aller un petit peu plus loin dans vos sujets. Là, forcément, en 40 minutes, c'est difficile de tout couvrir. Et surtout, si vous avez également des retours, des avis, des suggestions sur ce webinaire, n'hésitez pas. C'était un vrai plaisir pour nous de mettre ça en place. C'était un peu nouveau, mais maintenant, on commence à être un peu rodé. Si vous avez des sujets aussi que vous voulez qu'on présente, voilà, n'hésitez pas. En tout cas, on vous remercie beaucoup. Je vous invite du coup à vous déconnecter au fur et à mesure de la webconférence et on vous enverra la vidéo rapidement si vous voulez regarder les slides et